C'est au-dessus de mes forces. Non, je n'aurais pas le courage de sortir de ce lit. Mon lit, pourtant, dans ma propre maison. Poser un pied sur le sol, se lever, traverser la chambre, ouvrir la porte et emprunter le couloir pour se rendre aux toilettes sont habituellement des actions insignifiantes réalisées inconsciemment par tout un chacun. N'importe qui, à moins d'être trop fatigué, trop saoul ou trop feignant, ou alors handicapé moteur, est capable de se lever de son lit en pleine nuit pour aller faire un petit pipi. Mais pas moi, malheureusement, et pas parce que je suis trop fatigué, trop saoul ou trop feignant, non, ni parce que je suis invalide, mais uniquement parce que j'ai la trouille. Oui, j'ai peur du noir. Une peur viscérale et insurmontable, une peur sans nom, que je n'évoque jamais et que je tente par tous les moyens d'enfouir au plus profond de moi. Oui, je suis au courant, oui, je suis pire qu'un môme de 3 ans et pourtant j'en ai 42. C'est honteux, ridicule et inadmissible, d'accord. Mais je ne changerai plus à mon âge, n'est-ce pas? Et aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours vécu avec ce handicap invisible, et tout mis en œuvre surtout pour le dissimuler à autrui. C'est mon secret. Personne n'est au courant. Personne. Croyez-moi, ma situation semble grotesque, mais elle est dramatique. Vous savez, quand on tourne l'interrupteur, on fait beaucoup plus qu'éteindre la lumière. On quitte cette dimension pour s'immerger dans les ténèbres glaciales de la désolation et de la mort. D'un simple clic, on abandonne derrière soi tout ce que l'on est dans ce monde pour pénétrer au cœur d'un domaine terrifiant peuplé de créatures abjectes et sanguinaires qui n'ont d'autre but que de vous démembrer sans anesthésie. Je sais qu'elles sont là, tapies dans l'obscurité impénétrable, n'attendant qu'un geste de ma part pour m'agripper et se jeter sur moi avant de me dépecer comme un vulgaire poulet. Elles me poursuivent depuis tant d'années qu'elles finiront bien par m'avoir. Maintenant, je sens que ma vessie est prête à exploser comme un vieux ballon de baudruche et je contracte mes abdominaux autant que possible pour ne pas craquer. Cela fait sûrement plus d'une heure que je suis couché comme ça, en chien de fusil, immobile. Mais je ne tiendrai plus très longtemps, je crois. Mon corps commence à se refroidir. Je suis pétrifié. Tous mes sens sont en éveil, et je n'ose plus respirer, ni même déglutir. Mes yeux écarquillés scrutent les profondeurs abyssales qui m'enveloppent. J'étouffe. Un bruissement. Quelque chose n'a-t-il pas bougé de façon presque imperceptible près du placard? N'ai-je pas entendu comme un souffle rauque dans la pièce? Et n'y a-t-il pas une odeur écœurante qui flotte dans l'air, comme l'haleine d'une bête sauvage et carnivore qui vient juste de se repaître de viande avariée? Quelque chose de velu ne vient-il pas de frôler ma nuque? Dans l'espoir de me libérer de cette angoisse qui m'étreint, je m'imagine que je vais me redresser, sûr de moi comme en plein jour, pour traverser la maison et me diriger d'un pas tranquille et déterminé vers la blancheur immaculée de la cuvette salvatrice. Allez, à 3 je me lève. 1, 2, mon pouce accélère. J'ai l'impression que je pourrais bondir. 3. Non, impossible, je n'y arriverai pas. Je suis englué dans ma couette comme si elle me protégeait des choses affreuses qui m'attendent au dehors. Je suis juste bon à me plaindre, à m'épitoyer sur mon sort. Une vraie lopette. J'essaie de me raisonner, et je me dis que tout cela est puéril, infondé, car le croque-mitaine et les monstres, en général, ça n'existe pas. J'ai passé l'âge pour les terreurs nocturnes. Je suis un assureur de 42 ans qui négocie chaque jour des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des entreprises internationales renommées. J'ai une épouse ravissante et 3 enfants adorables. Bref, je suis un homme responsable. Je suis donc bien ancré dans le monde et la réalité des choses, et semble suffisamment armé pour faire face à l'adversité de la vie. Et pourtant, je ne peux pas faire le moindre mouvement. Je suis paralysé, le poil hérissé, et je me sens prêt à défaillir et hurler de terreur à chaque seconde qui s'écoule. Je ne peux tout de même pas décider d'allumer toutes les lumières et réveiller la maisonnée parce que j'ai un besoin urgent d'uriner, non? Putain, mais pourquoi n'avons-nous pas remplacé la lampe de chevet ou acheté un radio-réveil à affichage électronique qui baignerait notre chambre en permanence dans une lueur douce et rassurante? Il faut que je me ressaisisse avant de perdre complètement les pédales. Après tout, cette respiration caverneuse qui a vibré, n'était-ce pas celle de Carole? Elle est toujours très féminine et sexy, c'est vrai, mais il lui arrive de ronfler, exceptionnellement, quand elle est vraiment fatiguée ou qu'elle a un peu trop fait la fête. Et n'était-ce pas sa main qui a effleuré ma nuque avec légèreté à la recherche d'une caresse ensommeillée? Car elle remue toujours beaucoup durant son sommeil. Je balance entre un mince sentiment de confiance en moi et une angoisse douloureuse qui me tenaille les intestins. J'ai l'impression que mes sens me trahissent et je ne sais plus quoi penser. Quelle heure peut-il bien être exactement? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est certaine, c'est qu'agité comme je le suis à présent, il ne me sera guère permis de me rendormir avant un long moment.
Allez, je dois essayer encore si je ne veux pas me retrouver tout penaud comme un gamin qui vient de mouiller ses draps en plein sommeil. À 3, 1, 2, un flot d'adrénaline inonde mon cerveau, un frisson me parcourt l'échine. Je peux le faire, je dois y aller. 3, allez, allez, mais vas-y, merde, lève-toi. Non, pas tout de suite. Attends. Ce bruit près de la porte, c'était quoi? Un grattement? Quelqu'un? Quelque chose n'a-t-il pas étouffé un ricanement à l'instant? Je perds la boule, vraiment, je jurerais avoir entendu prononcer papa par une petite voix malicieuse, une voix d'enfant. Oh mon Dieu, les enfants, comment vont-ils? Sont-ils en sécurité? Et s'ils avaient besoin de moi, ou s'ils étaient attaqués par les monstres? Je ne peux pas rester ici sans rien faire, juste à me morfondre, je dois les protéger. Il faut que j'aille vérifier si tout va bien, s'il leur arrivait quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Non, 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 je débloque complètement, c'est pure folie. Ces connes de créatures griffues n'existent pas, et les enfants dorment à point fermé, c'est évident. Un faible gémissement s'est-il élevé dans le couloir, ou est-ce juste le bruit du vent s'engouffrant entre les lattes des volets? Il ne faut pas bouger. Je dois me retenir, oublier mon envie de pisser et patienter calmement jusqu'au lever du jour. Tout se passera bien. Je dois ignorer leur présence. Je ne les entends pas. Non, non, et non, elles ne sont pas ici. Non, elles n'existent pas. Je suis retombé dans les bras de Morphée sans même m'en apercevoir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ainsi, mais je crois que le matin est enfin là, car les oiseaux commencent à gazouiller dans le jardin. Il va bientôt faire jour. Mon envie pressante a quasiment disparu, et avec elle les tourments qui m'assaillaient au cours de la nuit. Je me sens beaucoup mieux à présent. Je me retourne en m'étirant et tâtonne doucement les draps dans le noir. Carole n'est pas là. Elle a dû aller rejoindre Fanny et Justine dans leur chambre, et Léo est venu les retrouver. Cela leur arrive de temps en temps. De cette façon, les enfants s'éveillent en douceur, et leur mère distribue des câlins groupés avant le branle-bas de combat de 7 heures. J'entends du bruit. Ils ont l'air de faire un sacré remue-ménage. Tiens, ils m'appellent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai presque failli l'oublier. C'est un comble, non? Ils chahutent, crient et rient aux éclats. Je sens d'ici qu'ils m'ont réservé une surprise. Allez debout, en avant la compagnie. Je pose un pied sur la moquette. Avec une légère appréhension, je me lève et avance lentement dans l'obscurité jusqu'à l'interrupteur. J'allume et par réflexe je contrôle la pièce autour de moi. Tout semble en ordre. Il n'y a pas de trace de quelconque monstre hideux venu de l'enfer. Évidemment. Quelle connerie. Un peu honteux, j'ouvre la porte et m'engage dans le couloir en souriant de ma bêtise. Je m'arrête un instant aux toilettes afin de soulager ma vessie et repars, plus léger. C'est certain, il n'y aura plus d'autres nuits comme celle-là. Je suis un grand garçon et on ne m'y reprendra pas. Sinon, il faudra peut-être que je songe à programmer un rendez-vous chez un psy pour en parler. Ça pourra me faire du bien, sait-on jamais. Papa, tu viens ou pas? On a une surprise pour toi. Allez, dépêche-toi. Le vacarme se fait plus intense au fur et à mesure que je m'approche de leur chambre. Sont-ils en train de sauter sur leur lit ou de se jeter contre les murs? On dirait que tout vibre dans la maison. En tout cas, ils rient tellement fort que je me demande quel numéro de cirque ils peuvent bien répéter. Ah, ces gosses. N'était-ce pas le renâclement furieux d'une bête? En une seconde, mon cœur s'emballe. Je ralentis machinalement, puis m'élance jusqu'à l'embrasure de la porte. Je me fige. Je suis en plein cauchemar. Les gamins immobilisent au sol deux monstrueuses créatures vaguement humanoïdes, massives et velues, qui se débattent désespérément en crachant et grognant de terreur. Justine, Léo et Fanny abattent sur les immondes bestioles leurs petites mains meurtrières qui semblent causer de sérieux dégâts. Ils plongent frénétiquement leurs figures chétives dans les pelages sombres et visqueux des monstres pour les déchiqueter et se repaître de leur chair purulente. Des hurlements stridents de douleur emplissent maintenant la pièce, tandis qu'une onde de sang poisseux et puant inonde le sol. Les créatures sans nom crèvent lentement dans un gargouillis écœurant s'échappant de leur gueule béante, leur corps hideux frétillant de convulsions. Carole se tient un peu en retrait et applaudit les enfants en riant, dévoilant une effroyable et démesurée dentition carnassière. Elle est fière de ses petits. M'apercevant, elle me fait un signe de la main et me toise de ses yeux pétillants d'amour. Elle s'approche de moi en tordant sa bouche dans un horrible mouvement, ses lèvres s'avancent, et je comprends qu'elle veut m'embrasser. Je sens l'odeur fétide de son haleine. Je crois que je vais vomir. J'ai la tête qui tourne, je pèse 1 tonne, et mes jambes se dérobent sous mon poids. Justine, Léo et Fanny se retournent pour me regarder, leur visage et leur corps recouverts du sang des abominations qu'ils viennent de taillader. Leurs mains sont pourvues de griffes acérées,
Les crocs qu'ils exhibent me glacent le sang, ils occupent la moitié de leur visage. Mes enfants sont défigurés, je les reconnais à peine. De leur gorge s'élève un ronflement bestial. Ils se réjouissent de ma surprise et rient de bonheur en me voyant agenouillé sur le sol. Maman dit que tu parles souvent des monstres pendant ton sommeil. Eh bien voilà ton cadeau, petit papa. C'est fini, tu n'auras plus jamais peur du noir et des vilaines bestioles. Joyeux anniversaire, papa chéri, on t'aime très fort. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté et que mon cerveau tourne au ralenti. Tandis que Carole et les enfants me regardent joyeusement comme figés sur un cliché instantané, j'aperçois le reflet d'un visage dans le grand miroir de Fanny. Ils m'observent. Mon visage. Mais je ne le reconnais pas, car la grimace que j'exhibe découvre des crocs terribles que tentent maladroitement de dissimuler mes mains épaisses et griffues. Lorsque la sonnerie de l'entrée retentit, Daniel donne un dernier tour d'écrou au nouveau meuble installé dans sa chambre. Avec fierté, il se recule un peu pour admirer son œuvre. Quel ravissement! Un modèle unique! Puis, le cœur battant, il enjambe les serpillères, cartons d'emballage et notices de montage éparpillés sur le sol et se hâte hors de la pièce. Il s'engouffre dans la salle de bain où il se déleste rapidement de son tablier sali avant de se laver les mains à grandes eaux. « Je viens tout de suite !» crie-t-il en passant la tête dans le couloir. À peine une minute plus tard, un regard dans le Judas lui révèle l'identité de son visiteur. « La vieille bique !» pense-t-il. « Madame Plissac, quel bon vent vous amène ?» dit-il en ouvrant la porte et tentant de dissimuler sa surprise et sa contrariété. La concierge, une femme pimpante d'une 60aine d'années, le toise par-dessus les fines lunettes ovales qu'elle porte sur le bout de son nez. Tirée à 4 épingles, maquillée et dégageant une forte odeur de poudre et de parfum fleuri, elle arbore une mise en pli impeccable, surplombant un front plissé et des lèvres pincées. « Bonjour, monsieur Gabarit, on m'a dit que vous faisiez des travaux, et je me demandais si vous en aviez encore pour longtemps. »« Ah oui, excusez-moi, le bruit, bien sûr. C'est que je suis en plein montage de meubles depuis ce matin, vous savez, on renouvelle tout l'intérieur. Mais soyez rassurés, j'ai presque terminé. » La femme hoche la tête. « Tant mieux, parce que monsieur Schultes du 2e n'arrive pas à se reposer. Et j'apprécie que mes locataires puissent profiter de leur tranquillité, surtout le week-end, répond-elle d'un ton ferme. C'est rédhibitoire. Daniel ne supporte pas la gardienne, qui lui rappelle son odieuse maîtresse de CE1. Elle a presque la même façon de se vêtir, presque la même voix sévère. Récite-nous la table de 4, Daniel. Daniel, complète les phrases au tableau. Daniel, lis-nous la page 52 entièrement. Tu n'as rien appris, c'est nul, mais tu es mauvais. Réfléchis un peu avant de parler. Tu me copieras des lignes pour te souvenir des conjugaisons au passé composé. Lis plus fort à moins que tu n'aies peur de te faire une fracture de la voix. Malgré les souvenirs épouvantables qui y affluent et le malaise qu'il ressent comme à chaque fois qu'il croise Madame Plissac, Daniel se force à rester courtois. Oui, je connais le règlement intérieur de la résidence, Madame Plissac. Ne vous inquiétez pas, je vais faire au plus vite. Je le souhaite, en effet, conclut la femme sèchement. La saisir par les cheveux pour lui fracasser le crâne contre le mur est la première idée qui traverse l'esprit de Daniel. Résistant néanmoins à la tentation, il espère une réaction plus civilisée. Il lui semble tout à coup que le visage austère se radoucit. Un sourire. Puis elle semble hésitante. Daniel, qui s'apprêtait à refermer la porte, se ravise et la dévisage l'air interrogatif. Elle va me foutre la paix. Au fait, si vous l'avez déjà installée, pourrais-je voir l'armoire de votre chambre comme me l'a gentiment proposé votre dame ? C'est la cruche Biarc, c'est bien ça, on en a discuté ensemble vendredi, et elle m'a dit que ce meuble me plairait sûrement. Si c'est le cas, je me commanderai le même pour chez moi, et puis ça me donnera l'occasion de faire un petit coucou à Mathilde. Daniel la trouve particulièrement culottée, la vieille. Elle déboule, pour lui signifier qu'il dérange les résidents, et ensuite elle ne trouve pas mieux que de lui demander si elle peut se balader chez lui pour faire une petite visite, comme au magasin. Il aimerait, lui, claquer la porte au nez en arguant qu'il lui reste des meubles à monter et que plus tôt il aura terminé, plus tôt les voisins auront leur tranquillité, ce qui constituerait une réaction appropriée, mais il prend conscience qu'une autre option s'offre à lui. Quand on bricole, on va jusqu'au bout. Reprenant confiance, et se débarrassant de ses mauvais souvenirs d'enfance,
Il s'efface et dévoile un large sourire. « Entrez donc, madame Plissac, entrez. Mathilde sera ravie de vous voir. » Soudain Guillerette, la concierge s'engouffre dans l'entrée tandis que Daniel referme la porte. Sur le sol, le regard de la femme s'attarde sur l'empilement de cartons contenant les meubles à installer. « Mon pauvre, vous avez du pain sur la planche, dit-elle avec légèreté. Avancez, je vous en prie, Mathilde est dans la chambre, vous y serez tranquille pour discuter. » Tandis que madame Plissac s'enfonce dans le couloir, admirant au passage la nouvelle tapisserie, Daniel allume la chaîne dans le salon et pousse le volume. Il est déjà derrière elle, au moment où elle pénètre dans la chambre. Elle se retrouve alors face à un meuble massif dont les portes sont grandes ouvertes et autour duquel sont entassées des serpillières imbibées d'un liquide noirâtre. Sur le coup, elle n'est pas certaine de voir les choses correctement. Elle plisse les yeux et ajuste ses lunettes. Non, il ne fait aucun doute que ce modèle n'est pas référencé dans le catalogue de mobilier suédois qu'elle a feuilleté hier chez son coiffeur en compagnie de Mathilde. C'est bien une cruche Bjark, mais quelque chose ne va pas. Aucune armoire n'intègre dans son fond un corps humain désarticulé dont les épaules, les bras et les jambes en formant des angles étonnants servent de support aux étagères qui y sont rivetées. Madame Plissac ne peut s'empêcher de fixer cette tête grimaçante à l'aspect cireux, tournée vers elle et boulonnée entre les deux yeux sur le fond du meuble en contreplaqué, dont elle se détache comme un masque spectral. Mathilde m'a dit ce matin en riant que l'armoire serait parfaite pour que son amant s'y cache. Daniel s'approche de la concierge pétrifiée, brandissant sa visseuse électrique qu'il actionne par intermittence. Mais ça ne m'a pas amusé. Je déteste qu'on se moque de moi, voyez-vous. Hier soir, j'ai retrouvé dans son téléphone portable une dizaine de messages non lus, tous signés d'un certain Thierry. Il lui disait qu'il était fou d'elle et qu'il espérait la revoir dans la semaine. Son regard se perd un instant dans le néant et dans ses yeux apparaît alors une lueur de cruauté furieuse. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et quand j'en ai parlé à Mathilde ce matin, elle m'a juré que c'était un malentendu, elle a nié en bloc. Alors, franchement, vous la trouvez drôle, vous, cette blague à propos de l'amant dissimulé dans le placard ? C'est elle qui méritait d'y être enfermée. La vieille femme recule en levant ses mains devant elle. Elle balbutie un incertain « Non, c'est sûr, c'est pas rigolo, mais je vous en supplie !» avant de se retrouver dos au mur. Daniel n'a jamais pris autant de plaisir à monter des meubles. « Madame Plissac, voudriez-vous m'être utile ? J'ai une nouvelle table de chevet qui attend d'être installée. » Tandis que Daniel s'acharne à faire preuve d'inventivité et de maîtrise technique pour monter son meuble au design très particulier, un SMS envoyé par l'opérateur de téléphonie de Mathilde s'affiche sur le mobile qu'elle a laissé tomber dans la bagarre. Absorbé par sa tâche, Daniel ne remarque pas le clignotement de l'écran, ni n'entend le petit bip que couvre le bruit de la visseuse et la musique dans le salon. Cher abonné, c'est un dysfonctionnement de nos serveurs qui a causé hier entre 12h et 16h30 l'envoi multiple de vos SMS, parfois à un mauvais destinataire. Fort heureusement, le système est de nouveau opérationnel. Aussi, si vous avez été destinataire d'un ou plusieurs SMS émanant d'un contact inconnu, nous vous demandons pour des raisons de confidentialité de bien vouloir les détruire dans les meilleurs délais. Naturellement, une remise de 50% sera appliquée sur le montant de votre prochaine facture. Vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension et votre fidélité, nous vous prions de croire à notre considération la meilleure, le service client. Dans le couloir s'éleva un bruit de petits pieds nus frottant le sol à tâtons dans l'obscurité. Le bruissement s'arrêta juste devant la porte entr'ouverte de la chambre. Samson s'extirpa péniblement de son demi-sommeil. Il jeta un œil au radio-réveil qui affichait 1h17. De l'autre côté de la porte, il entendit des sanglots, puis un filet de voix timide qui l'interpella.
Papa, papa. Bien que Samson ne fût pas son géniteur, mais Arthur l'ignorait, le garçon l'avait toujours appelé papa. Samson alluma la lampe de chevet, qui lui brûla les yeux comme une projection de sable. Il se frotta les paupières et sortit du lit au ralenti. Lorsqu'il tira la porte, l'enfant lui empoigna la main et la serra. « Qu'est-ce qui se passe, Arthur ?»« J'ai fait un cauchemar, papa, » souffla-t-il, la mâchoire contractée. L'enfant semblait terrorisé. Samson regretta de lui avoir lu l'histoire de Brisarca la sorcière au moment du coucher. Celle de Gary le mécano l'aurait sans doute moins impressionné. Arthur pendut à son bras, il avança dans le couloir et alluma la lumière, puis s'accroupit en attirant le gamin dans ses bras. Contre sa poitrine, il le sentit se détendre, mais son cœur cognait encore fort, et il était brûlant. « Est-ce que je peux dormir avec toi, papa ?» Samson répondit fermement. « Non, non et non, jeune homme, il faut que tu dormes dans ton lit. Tu es grand, tu as 8 ans. » Arthur soupira. « J'ai rêvé de maman, » murmura-t-il. « Un monstre l'a dévorée. Ensuite, il mangeait Emilia et te faisait du mal à toi aussi. Et où étais-tu, toi, dans ce cauchemar ?»« Je ne me rappelle plus. » Samson observa l'enfant. Il avait le teint pâle, ses yeux étaient irrités et gonflés. « Bon, je veux que tu chasses immédiatement toutes ces vilaines choses de ton cerveau. À l'heure qu'il est, maman est à la maternité et dort avec Emilia. Ou alors peut-être qu'elle est en train de la faire téter, rectifia-t-il en souriant. « Tu te rappelles d'où viennent les cauchemars ?»« De l'imagination, » fit Arthur. « Exact. Tout s'est passé à l'intérieur de ta tête, mon chéri. Rien de ce que tu as vu n'était vrai. Tu es inquiet parce que l'arrivée d'Emilia à la maison va changer beaucoup de choses dans notre quotidien. Mais c'est normal que tu te demandes comment ça va se passer. Nous ferons au mieux pour que tout le monde se sente bien ici. Allons, ne te tracasse pas. Maman et ta petite sœur vont bien, elles ne courent aucun danger, et moi non plus. Tu peux te rendormir tranquille, le rassura-t-il en le guidant jusqu'à sa chambre située à l'autre bout du couloir. Arthur s'allongea et étreignit son père assis sur le bord du lit. Au bout de quelques minutes silencieuses, il déposa un baiser sur sa joue mal rasée. « C'est bon, papa, tu peux y aller, dit-il. » Samson se leva. « Je laisse ta porte ouverte, Arthur, et celle de ma chambre aussi. Repose-toi bien et fais de beaux rêves. » Samson s'enferma dans sa chambre et releva les stores. La nuit était calme, le ciel étoilé. Dans le jardin, les feuillages étaient agités par une légère brise. Samson contempla un court moment le disque luisant de la lune aux reflets roux et lorgna en direction de l'hôpital situé à quelques rues et dont on apercevait la silhouette massive en forme de tripode surplombait les autres bâtiments. Il soupira, puis il attrapa le téléphone sur lequel il composa un numéro griffonné sur un morceau de papier. « C'est moi, ma chérie. Je te réveille ? Désolé, mais c'est important. »« Oui. Comment ça va ? Et Emilia ? » ?»« Bien. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est à propos d'Arthur. »« Non, il va mal. Je crois que c'est pour cette nuit. »« Oui, tous les signes sont là. Oui, je te dis, la fièvre aussi. »« Oh non, ne pleure pas, Laura, non, je t'en prie. »« Non, moi non plus, je ne me le pardonnerai jamais, mais on n'a pas le choix. On connaissait les risques. »« Oui, je dois le faire. Oui, je suis navré, Laura, il faut agir et vite. Moi aussi, je vous aime toutes les deux. Non, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Je passerai vous voir demain matin. Oui, demain, tout sera terminé. Je vous aime. » En prononçant ces derniers mots, Samson se rendit compte que sa voix tremblait. La gorge serrée, il raccrocha le combiné et détacha la petite clé de la chaîne qu'il portait en permanence autour du cou. Son pouce accéléra, son cœur se retourna. Ce n'était pas le moment de flancher. Il s'approcha de la table de chevet et fit tourner la clé dans la serrure du tiroir qui coulissa dans un léger grincement. Pendant quelques secondes, Samson demeura immobile en fixant son regard sur la boîte métallique abritée là depuis 8 ans. Au bord des larmes, il respira un grand coup et la saisit avec précaution pour la déposer sur ses genoux. Ne pas flancher, pensa-t-il en soulevant le couvercle. Arthur évita de repenser aux images terribles qu'il avait vues en rêve. Des cauchemars, il en avait déjà fait comme tout le monde, mais celui-ci avait le don de l'oppresser, lui donnant l'impression angoissante que son sang n'était rien d'autre que du fromage blanc glacé. Surtout, il se sentait coupable de n'avoir rien pu faire dans son rêve pour empêcher le monstre de massacrer ceux qu'il aimait le plus au monde. Sa mère, son père, sa petite sœur. Le cauchemar d'Arthur était-il le signe qu'il s'inquiétait pour l'avenir, comme le lui avait expliqué son père ? Avait-il peur d'être délaissé par ses parents ? Était-ce de la jalousie ? Pourquoi ne pouvait-on pas contrôler ces choses qui se passent dans le cerveau ? C'était injuste. Il s'imagina sa mère donnant à manger à Emilia, et cette vision apaisa un peu son esprit. Mais pas pour longtemps. Au fil des minutes, il sentait grandir en lui une violence extrême, quelque chose qu'il n'avait jamais connu, pas même lorsque les 3 frères Parzin l'avaient attaqué sur le chemin de l'école pour le battre et lui voler son goûter. Malgré le déséquilibre d'1 contre 3, il leur avait mis une sacrée dérouillée.
Même leur chien, Pee-wee, un solide berger allemand, avait déguerpi la queue entre les pattes lorsque Arthur lui avait hurlé dessus en faisant de grands gestes. Une douleur fulgurante lui déchira l'abdomen, comme si ses organes avaient éclaté. Arthur ne s'était jamais senti aussi mal. Il avait bien eu une grippe qui l'avait cloué au lit une fois, ainsi qu'une grosse gastro-entérite, mais ce qu'il éprouvait à présent était très différent. Sa respiration se faisait de plus en plus difficile, il sentait une chaleur intense bouillonner dans son corps et l'engourdir totalement. Accablé par cette intense fatigue, il eut le sentiment d'être usé comme un vieil homme à la longue vie bien remplie. Un renoncement doux amer se diluait lentement dans chaque parcelle de son être. Son visage se crispa soudain. Il commença à paniquer. La gorge sèche, il tenta d'appeler son père, mais aucun son ne franchit la barrière de ses lèvres grimaçantes. Le hurlement qui résonna dans la maison était inhumain. Il y eut un bruit de porte fracassée, puis un cri enragé fit vibrer les murs. Samson frissonna. Il sécha son visage avec le revers de sa main et chargea dans le barillet la dernière balle d'argent qu'il avait gardée durant toutes ces années. Il sauta de l'autre côté du lit pour se précipiter vers le couloir, ouvrit la porte à la volée et s'arrêta net. Revêtu du pyjama d'Arthur, la chose répugnante se tenait immobile devant l'embrasure, grognant avec fureur. Samson la scruta et tenta de reconnaître les traits de l'enfant derrière cette gueule dégoulinant d'écume qui le fixait dangereusement. Il arma le revolver et visa entre les yeux féroces. En un éclair, il se rappela sa rencontre avec Laura et leur amour à l'insu de l'homme colérique et violent avec qui elle vivait à l'époque. Puis leur fuite, après que Laura eut découvert que celui qui l'avait engrossé de force dissimulait un horrible secret quant à sa nature véritable. Enfin, Samson repensa au jour où, pour protéger celle qu'il aimait, il abattit l'abomination qui les pourchassait depuis plusieurs mois. À la naissance d'Arthur, Samson fut bien incapable cependant de lui faire le moindre mal. Comment un nourrisson aussi gracieux, un être si fragile, aurait-il pu devenir un lycanthrope? Rien ne prouvait qu'Arthur soit comme son père et porte en lui les germes dominants de cet héritage maudit. Au fil des ans, rien non plus n'avait permis de croire à sa nature hideuse, l'enfant n'en ayant jamais montré aucun signe. Jusqu'à maintenant. La bête se tassa une seconde sur elle-même, puis déploya ses membres griffus dans un mouvement vif et menaçant. Elle rugit. Samson pressa la détente, mais elle bougea si vite qu'il la manqua. La détonation le projeta en arrière, à l'intérieur de la chambre, et la créature se rua sur lui avec une violence telle qu'elle lui brisa les os. Tandis qu'elle savourait sa curée de chair frétillante dans un ignoble concert de grognements et de suctions, Samson, sur le point de rendre son dernier souffle, crut entendre au milieu des râles et des lapements la voix d'Arthur qui l'appelait timidement. « Papa, papa !» Enfin, sa sanglante pitance engloutie, le lycanthrope s'élança au travers de la vitre qui vola en éclats. Il hurla en direction de la lune et, mu par son appétit grandissant, il fila agilement et sans bruit vers la maternité voisine. Quittant la route qui sillonnait la montagne, l'œnologue français Patrick Chagnol engagea son 4x4 dans l'allée caillouteuse qui, il l'espérait, le mènerait au lieu de son rendez-vous. Il parcourut une centaine de mètres avant d'apercevoir sur sa droite un petit panneau lui confirmant qu'il avait tourné au bon endroit. Château Galagnescu, 2 km. Plus loin, il passa sous un portail monumental en fer forgé, rongé par les siècles, puis accéléra légèrement sur le chemin qui s'enfonçait dans la vallée verdoyante. Parti de Buzău, Chagnol roulait depuis près de 3 heures. 1 heure plus tôt, il avait mis son GPS hors service et éteint son téléphone mobile, la zone qu'il parcourait n'étant pas enregistrée dans son navigateur ni pourvue de réseau GSM. Il avait alors suivi les instructions consignées sur un plan sommaire par le gérant du château, Mircea Voldenu, et ne s'était fié ensuite qu'à son seul sens de l'orientation pour ne pas s'égarer dans cette région isolée des Carpates. 5 minutes plus tard, après avoir traversé plusieurs centaines de mètres de vignes feuillues récemment vendangées, Chagnol immobilisa son véhicule sur la place aménagée en demi-cercle devant l'imposante bâtisse gothique. La demeure du comte Dracula, pensa-t-il en coupant le moteur. Puis, récupérant sa sacoche et son ordinateur portable à l'arrière du 4x4, il se dirigea vers les marches du perron.
L'idée du projet Vino Romagna avait germé dans l'esprit de Chagnols 2 ans auparavant. Cet amoureux des Balkans, marié à une Bucarestoise, souhaitait mettre en œuvre entre la France et le pays d'origine de sa dulcinée un partenariat culturel et économique dans le domaine du vin, sa passion de toujours. Dans le cadre de l'intégration européenne de la Roumanie, il avait élaboré un ambitieux programme relationnel dans le but de faciliter la promotion et la distribution des vins roumains auprès de restaurateurs français renommés. Parcourant infatigablement sa terre de prédilection, rencontrant de nombreux producteurs pour mieux connaître leurs techniques et faire partager ensuite le fruit de leur travail, l'œnologue rédigeait un guide des vins issus des terroirs balkaniques à destination du public français. Une idée qui avait séduit et enthousiasmé le châtelain viticole Mircea Voldanu. Nous serions bien évidemment ravis de votre visite, monsieur Chagnol. C'est un hommage magnifique que vous faites à notre histoire et notre patrimoine. Nous aurons donc l'honneur et le plaisir de vous faire goûter au fleuron de notre production, le Sange Galaniescu. Toutefois, nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous gardiez secret votre projet de nous rencontrer. Voyez-vous, certains de nos concurrents sont constamment à l'affût, cherchant à copier nos méthodes de vinification ou à découvrir par mille et un subterfuges la nature de nos prochaines innovations. Nous souhaiterions donc, pour le moment du moins, qu'il n'ait pas vent de votre visite. Cette réserve n'avait pas contrarié l'œnologue, dont la motivation était inébranlable. Ne vous inquiétez pas, soyez assurés que personne n'en sera averti, et tout le plaisir sera pour moi si je puis vous être utile d'une quelconque façon. Nous saurons nous souvenir de votre discrétion et de votre bienveillance, monsieur Chagnol, et il nous tarde déjà que vous veniez, avait terminé Mircea Voldanu, une pointe d'excitation dans la voix. L'homme qui accueillait le Français était jeune, mince et de grande taille. Mircea Voldanu. Souriant, il salua son hôte d'une poignée de main tonique et l'invita poliment à le suivre pour le tour du propriétaire. Le château était immense et ressemblait à un véritable musée d'antiquité. Tableaux, sculptures et objets anciens étaient exposés un peu partout, avec un sens exquis de l'apparat et du raffinement. Les deux hommes traversèrent le rez-de-chaussée et accédèrent à la vaste cour intérieure carrée qui ouvrait sur les chais. Comme s'il entrait dans son salon, Voldanu pénétra dans le bâtiment le plus proche, suivi par son invité. D'énormes tonneaux s'alignaient à perte de vue, sous une succession infinie de splendides voûtes d'ogives. « Monsieur Chagnol, ces barriques renferment des siècles de tradition carpatique, » annonça fièrement le guide. « Ah, les prodigieuses cuvées Château Galaniescu, servies au banquet princier de la cour de Valachie, à Vlad Tepes lui-même, doit-il d'un air nostalgique. » Il ajouta en souriant malicieusement. « La légende prétend qu'il adorait prendre ses repas au milieu des cadavres qu'il avait fait empaler, tout en s'abreuvant de leur sang en guise de boisson. »« Charmant, » rétorqua Chagnol, dégoûté. « Les mythes ont la peau dure, Dracula n'était pas un vampire. Ces créatures ont-elles jamais existé d'ailleurs? Mais il était cruel et sanguinaire, ça oui. Les archives du château affirment qu'il a séjourné ici durant l'hiver 1460. Après son départ, figurez-vous qu'on enregistra dans les rangs des domestiques pas moins de 38 exécutions pour des motifs divers et variés. Inutile de vous préciser que leur effectif fondit comme neige au soleil. Hésitant entre horreur et amusement, l'œnologue s'imagina Christopher Lee en cape noire, déambulant comme une âme en peine parmi les antiquités poussiéreuses qui encombraient les couloirs sans fin du château, à la recherche de laquais incompétents à empaler. Voldanu se retourna et désigna d'un geste ample l'endroit où il se trouvait. Nous disposons de 4 chais identiques en tout point à celui-ci. La surface totale de stockage m'échappe, mais nous sommes à l'intérieur du plus ancien qui abrite aussi nos meilleurs trésors. Je vous communiquerai plus tard toutes les données techniques dont vous aurez besoin, mais que diriez-vous maintenant de passer à une dégustation de quelques-uns de nos meilleurs crus? Je suis impatient de vous dévoiler notre outil de production. Suivez-moi, je vous en prie. 30 minutes plus tard, Chagnol nageait en plein bonheur, savourant l'instant privilégié d'une dégustation bien méritée. Fortement séduit par les arômes de cuir et de violette du précieux Sange Galaniescu, il en admirait avec passion les remarquables reflets bruns. En bouche, il le trouvait parfaitement équilibré. Cependant, pour une raison qui lui échappait, il sentait monter en lui les premiers vertiges de l'ivresse. Il n'en avait pourtant avalé qu'une seule gorgée, rejetant systématiquement toutes les autres dans son crachoir. Était-ce dû à l'exiguïté et la chaleur humide du local à l'intérieur duquel son hôte et lui-même se tenaient, ou bien les épaisses vapeurs d'alcool et le bruit assourdissant qui émanait de la salle de production voisine en étaient-ils responsables? Voldanu semblait ne pas percevoir le malaise de Chagnol. Levant son verre pour trinquer, il en vida d'un trait le contenu sous le regard ahuri du Français. «
Puis il verrouilla la porte par laquelle ils étaient entrés et ouvrit celle en face d'eux qui donnait sur la salle des machines. Il saisit Chagnols par le bras et l'attira de l'autre côté. Le vacarme était insupportable. Mais il n'était rien comparé à l'odeur, chaude, animale, comme un mélange de lisier et de viande en décomposition mêlé à de forts relents d'alcool, ni surtout à la vision d'épouvante qui le submergea comme une vague glaciale. De chaque côté de deux tapis mécaniques parallèles s'activaient de nombreux techniciens revêtus de tabliers en plastique. Si le long de la première ligne de fabrication, le traitement de la récolte semblait tout à fait ordinaire, tri manuel du raisin et broyage par pressoir pneumatique, le travail des opérateurs qui se tenaient face au deuxième tapis était tout autre. Tels des bouchers psychopathes, ils tronçonnaient habilement et à une cadence diabolique des corps humains dont les morceaux terminaient leur course dans un pressoir garni de pieux. Le sang, filtré, était récupéré dans l'immense cuve en inox où se déversait également le jus de raisin. Notre secret de fabrication si jalousement gardé, confia Voldanou en clignant de l'œil. Une méthode unique transmise à mes aïeuls par le prince d'Épesse en personne. Depuis 3 mois, Tatiana Chagnol était sans nouvelles de son époux. Courageusement, elle luttait pour ne pas sombrer dans la dépression. Que signifiait ce silence et pourquoi Patrick ne se manifestait pas? Une enquête avait été ouverte en Roumanie, mais rien encore n'était venu éclaircir le mystère de la disparition de l'œnologue. Ses traces se perdaient à Buzău, laissant Tatiana aux prises avec ses doutes et toutes ces questions qui demeuraient sans réponse. Et puis, un beau matin, la fourgonnette d'un transporteur express s'arrêta juste devant le portail ouvert de la maison. 2 grosses caisses en bois en furent extraites sur un chariot que le chauffeur entreprit de traîner jusque dans l'allée, mais Tatiana s'était déjà précipitée sur le perron, devançant le livreur prêt à sonner. Après ces longs mois d'attente, d'angoisse et de silence, Tatiana prit livraison de 2 caisses pyrogravées Château Gărănescu sur lesquelles un large autocollant en diagonale avertissait « Fragile ». 2 colis qui n'attendaient qu'elle, comme cette lettre que le livreur lui remit et qu'elle ouvrit aussitôt. « Très chère Madame Chagnol, voici un présent fort dérisoire eu égard au drame terrible qui vous assaille. Néanmoins sachez que nous partageons sincèrement votre profonde détresse et espérons de tout cœur que votre époux ne tardera plus à regagner votre foyer sain et sauf. Cela vous sera sans doute d'un piètre réconfort, mais apprenez que M. Chagnol a directement contribué par sa personne au succès de l'élaboration de notre millésime européen. Sans lui, le nectar exquis que nous avons l'honneur de vous offrir ici n'aurait jamais pu voir le jour. C'est donc un peu de votre mari que contiennent ces flacons issus de notre cuvée exceptionnelle de 1007, produit prestigieux des assemblages les plus subtils et des compositions les plus savoureuses de notre savoir-faire ancestral. Vous souhaitant sincèrement de trouver la force d'un courage inébranlable, je vous présente mes hommages les plus respectueux. Votre très dévoué Mircea Voldanou. Vous avez participé bénévolement et durant plusieurs mois au grand nettoyage des plages atlantiques lorsqu'il y a eu cette dramatique marée noire. Bravo, je constate avec joie que la préservation de l'environnement est un sujet qui vous tient à cœur, monsieur Fretmeul. Tout cela est très positif pour votre candidature. J'ai acquiescé en secouant la tête comme un chien à travers la lunette arrière d'une voiture et les regardé en souriant bêtement, attendant qu'il se prononce enfin sur mon sort. Je me suis dandiné discrètement sur mon siège, depuis près d'1 heure que j'étais assis là. Je tiens difficilement en place aussi longtemps en règle générale. Les fourmis commençaient à me parcourir le bas du dos, et je craignais à force d'immobilité la formation de quelques escarres indésirables sur mes pauvres fesses en compote. De son côté, le chef du service propreté, un petit homme trapu à la large carrure, semblait tout à fait à son aise. Il continuait à parcourir mon CV, comme s'il lisait un magazine porno, l'air enjoué, les yeux brillants d'excitation et une sorte d'écume légère pointant à la commissure de ses lèvres. Il se régalait visiblement de notre entretien. Voyons, vous avez roulé votre bosse dans les travaux publics et bénéficié d'une sérieuse expérience de plusieurs années dans le domaine agricole. Parfait. Vous n'hésitez donc pas à travailler plusieurs heures d'affilée en extérieur, faisant fi des aléas météorologiques et de la fatigue, a-t-il poursuivi avec un soupçon d'admiration dans la voix. En effet, je suis également prêt à travailler la nuit ou en horaire décalé si nécessaire, ai-je ajouté modestement, incapable de détacher mon regard du slogan affiché derrière lui contre le mur. Soyons sérieux, parce que l'écologie, c'est une question sérieuse. Bien, bien, a-t-il jubilé en mimant des applaudissements enthousiastes. Néanmoins,
Vous êtes conscient que c'est un métier ingrat et difficile. Vous ferez beaucoup plus que de collecter des ordures, monsieur Fretmeul. Vous aurez aussi à gérer au quotidien les erreurs, l'indifférence ou même parfois l'hostilité de certains usagers. Mais ne soyez pas inquiets, la formation complète que vous recevrez vous permettra de faire face à ces situations et vous apprendrez avec le temps à les relativiser. J'en suis certain, ai-je confirmé avec énergie. Vous êtes un gaillard comme nous aimerions en avoir plus souvent. Bienvenue dans notre équipe, je vous embauche, a-t-il finalement annoncé en se levant d'un bond pour me serrer la main. Mon assistante va vous recevoir pour mettre au point les derniers éléments de votre contrat et aborder quelques questions techniques. Dès lundi prochain, vous intégrerez notre centre de formation. Je sens que vous allez adorer. Il m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a poussé dans la pièce voisine en chuchotant avec bienveillance. Au revoir, Vincent, et encore bravo. Et surtout, n'oubliez pas, soyons sérieux, parce que l'écologie, c'est une question sérieuse. La jeune femme assise au bureau a levé un sourcil à mon entrée. De longs cheveux platines, des lèvres au collagène généreusement enduites d'un gloss bleuté, une poitrine outrageusement siliconée débordant presque de son chemisier un peu trop déboutonné, un vernis azur sur ses ongles manucurés, elle mâchouillait un chewing-gum à la fraise dont l'arôme chimique envahissait l'air, se mélangeant à une odeur de tabac froid émanant d'un cendrier plein à ras-bord. Elle a continué de griffonner avant de désigner du menton le siège en face d'elle. Je me suis approché, mais cette fois je suis resté debout par égard pour mes fesses en bouillie. Elle n'a pas insisté. J'ai aussitôt signé mon contrat et le lundi suivant, je débutais mon apprentissage du métier de valoriste mobile. Cela n'a pas été de tout repos, car les instructeurs ne nous épargnaient pas, mais je me rappelle qu'à chaque fois, malgré les difficultés, nous étions heureux et fiers d'être là. Courir pendant 2 heures sous une pluie battante derrière un camion électrique qui avance à 20 km/h, essayer d'attraper un poulet à main nue et l'égorger simplement avec les dents, s'entraîner à charrier des bacs roulants débordant d'immondices inimaginables, rester enfermé une matinée entière dans une salle remplie de compost fumant, connaître par cœur la liste des matériaux recyclables ainsi que leurs compositions respectives, étudier les pratiques du tri et les procédures d'hygiène et de sécurité, apprendre à communiquer auprès d'un public non initié, s'exercer à la self-défense. Et me voilà aujourd'hui en poste depuis presque 6 mois. Comme le temps passe. Je dois avouer que mon boulot n'est pas passionnant comme celui d'un artisan ou d'un artiste, mais il me permet largement de payer mes factures. Putain d'électricité qui n'arrête pas d'augmenter, le loyer, salaud de proprio qui ose me refiler un taudis pareil, la nourriture, et de m'accorder du bon temps. Mon job est d'utilité publique. Écologique. Et ça, c'est important de nos jours, l'écologie, si on veut sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard. Qui plus est, je bosse au grand air, quoi de mieux pour la santé. Bref, ce travail me fait vivre honnêtement, et je m'en accommode bien, même s'il n'est pas celui dont on rêve a priori pour tracer un plan de carrière éblouissant. C'est vrai que ce n'est pas très ragoûtant de manipuler tous ces détritus à longueur de temps. Les relents, rances et putrides qui vous fouettent le visage et vous soulèvent le cœur de bon matin, les résidus aux textures gluantes qui glissent lorsqu'on essaie de les attraper pour les enfourner dans le conteneur approprié, mais tout est question d'habitude, en somme, tout s'apprend. Même le stoïcisme face à la tiède puanteur de tonnes d'ordures liquéfiées aux couleurs semblables à celles du vomi d'un ulcéreux stomacal qui aurait abusé d'omelettes au jambon et aux fines herbes arrosées de gros rouges qui tâchent. La formation que nous avons suivie nous a préparés à affronter tout cela. Nous sommes des professionnels, parfaitement équipés pour accomplir notre mission. La direction ne lésine pas sur les moyens, et il n'y a jamais de problème en ce qui concerne la commande de nouveaux matériels. Chacune de nos tournées s'effectue en tenue réglementaire, combinaison bariolée rétro-réfléchissante, hermétique et renforcée, gants en polyamide, double induction, chaussures de sécurité, lunettes profilées en polycarbonate ou masque étanche anti-odeur. On en impose sacrément. Concrètement, après le passage des ambassadeurs chargés d'expliquer le fonctionnement du tri aux usagers et de leur distribuer les prospectus détaillés, nous, les valoristes mobiles, intervenons au quotidien pour la collecte des déchets et le renseignement de la population sur certaines questions qu'elle peut encore se poser. C'est ce dernier aspect de mon métier que j'apprécie le plus, car nous assurons une mission de sensibilisation aux bonnes pratiques, et j'estime que le contact avec l'usager est primordial si l'on souhaite que l'action globale porte ses fruits. Un guide de tri, un memento, c'est bien, mais rien de tel finalement qu'une personne pour vous expliquer en direct la marche à suivre. Maintenant, il y a des irréductibles partout. Tiens, l'autre jour, par exemple, vers 8h du matin, notre équipe est arrivée dans le quartier du Bois-Joli, qui porte assez mal son nom, puisqu'il n'y a là-bas aucun arbre, ni espace vert. Bref, c'était la fin de notre tournée. Rue des Palabres, on est tombé sur une femme qui sortait ses poubelles, plus que pleines. J'ai tout de suite vu que quelque chose clochait, alors j'ai dit à Max, qui conduisait le bahut, de s'arrêter. On a consulté le fichier central depuis nos terminaux, et constaté sans surprise qu'elle figurait sur la blacklist. Madame Desglandes. J'ai interpellé la femme et lui ai dit « Madame Desglandes, souvenez-vous, le conteneur vert, c'est pour le verre et les boîtes métalliques, le jaune pour le plastique,
Le noir pour les épluchures et vos restes de nourriture, et le bleu pour les papiers. Il me semble qu'on vous l'a déjà expliqué pourtant. Elle est restée plantée là et m'a retourné un regard vide. Elle n'avait rien compris. D'après l'historique, c'était la 5e fois que nos services lui rappelaient les consignes après le passage des ambassadeurs 3 mois plus tôt. On est là pour ça, faire appliquer à la lettre le règlement de tri, et normalement, si la réaction n'est pas positive la 5e fois, il y a une sanction. Parce que l'écologie, c'est une question sérieuse. J'ai dégainé mon arme et lui ai mis 3 balles en pleine tête. 3, comme indiqué dans la procédure. Avec les collègues, on l'a découpée en respectant toutes les règles d'hygiène et de sécurité pour ensuite la trier dans nos conteneurs embarqués. Le blanc à rayures noires pour les membres et le tronc, le blanc à pois rouge pour les organes et le blanc à carreaux orange pour la tête. Alors qu'on débitait consciencieusement l'usagère hors la loi, Monsieur Desglandes a surgi de sa maison, sortant visiblement de sa douche. En peignoir, les cheveux humides, il s'est avancé vers nous en plissant le front, en se doutant que son épouse avait fait une boulette. Il n'a pas bronché. On lui a raconté toute l'affaire et il s'est montré très compréhensif. Il a vérifié 2 ou 3 choses dans le guide de tri et nous a juste répondu, haussant les épaules. « Je comprends, messieurs, faites votre travail. Je lui avais pourtant bien dit que les vieux journaux, c'était dans le conteneur bleu. » Lui au moins, il savait trier. Je l'ai regardé en souriant, heureux que notre action pédagogique ne soit pas inutile. Et pour consoler un peu ce brave homme, je lui ai proposé de récupérer les dents de son épouse, en souvenir. Allons, on peut être sérieux et impartial, lorsqu'il s'agit de préserver l'environnement, mais on doit savoir rester souple en certaines circonstances, pas vrai ? Simplement, il ne faut jamais perdre de vue que l'écologie, c'est une question sérieuse.